Peut-être que tout le monde ne connaît pas Antalis, donc je vais vous présenter Antalis en quelques mots. Donc on est leader européen, deuxième mondial dans les marchés du papier, de l'emballage et de la communication visuelle. Alors, nos clients, c'est une variété de professionnels. On est 100% B2B, donc des imprimeurs, des responsables de marque, des agences de communication, des décorateurs d'intérieur. On est sur une distribution qui est multicanale, puisqu'on mélange de la force de vente terrain, de la télévente, du site internet. Alors site internet EDI et extranet, pas encore full e-commerce, on y reviendra plus tard. Et on est un groupe coté en bourse à 2,3 milliards sur 41 pays. Emballage, papier, on voit bien un peu ce que cela représente. Pour un industriel, la communication visuelle, qu'est-ce que c'est ? La communication visuelle, c'est très large. Donc nous, on ne vend que la matière première. Donc on n'imprime rien en soi. La communication visuelle, c'est aussi bien les standistes dans les salons professionnels, c'est aussi bien la décoration murale. Donc par exemple, vous prenez le magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, il peut être redécoré dans la nuit, puisque c'est du papier peint magnétique. C'est également toute la partie décoration de voitures, de flottes commerciales, par exemple. Ça peut être également des bâches qui recouvrent des monuments en construction. Donc la communication visuelle, c'est très large. Et la dominante, c'est soit du papier, soit des composantes adhésives. Antalis, donc présent dans 41 pays. Est-ce que la répartition, est-ce que les métiers sont les mêmes dans tous ces pays ? On va parler là de transformation digitale. Est-ce que tous les pays ont été intégrés dès le départ dans ce projet ? Comment ça s'est fait ? Central, on déploie après ? Quelle est l'expérience d'Antalis à ce niveau-là ? Alors effectivement, c'est une bonne question parce que 41 pays, vous imaginez qu'on a une maturité digitale qui est très variable, puisqu'on va du UK, qui représente environ 20% des chiffres du groupe, à la Roumanie. La présence d'Antalis dans un pays, bien souvent, est le fruit d'une acquisition. Donc on peut être présent dans un pays sur un de nos secteurs et après on implémente les autres volets de l'activité du groupe. En général, notre transformation digitale, on l'amène à partir d'un corps modèle, groupe. On prend un pilote pays et petit à petit, on développe soit selon la solution d'ERP, parce que comme on a plusieurs pays avec des historiques variés, on n'a pas un ERP corps du groupe. Donc en général, on fait ça en 3 vagues. Une vague qui est plutôt liée à la maturité des équipes pour après évangéliser et déployer en fonction des best practices du groupe. Alors, on est là pour partager concrètement un cas pratique de transformation. Donc, pourquoi Antalis a décidé de se transformer? La décision elle a été prise il y a un peu plus de 2 ans. Il y a trois événements, trois caractéristiques majeures de motivation de cette transformation que nous on définit plutôt comme une transformation du business model et non pas réduite au digital. D'abord, on est sur un marché qui est en forte mutation. Le groupe a une dépendance au marché du papier à 65% de notre activité. L'objectif à 3 à 5 ans, c'est de le réduire à 50% pour compenser par nos 2 autres secteurs qui, eux, sont en croissance, l'emballage et la communication visuelle. Le deuxième critère qui motive notre transformation, clairement, c'est que d'être un distributeur ne suffit plus. Nous, on fabrique plus rien. Donc on est strictement un distributeur, et un distributeur se doit d'ajouter de la valeur ajoutée, d'être très focalisé client. La troisième raison dans un marché en forte mutation, c'est que Olivier l'a évoqué, les clients B2B fonctionnent comme des clients B2C, donc il y a des comportements d'achat qui changent. Et la dernière raison, c'était concrètement qu'on a un capital digital qui était complètement sous-exploité. Sur 2,3 milliards, aujourd'hui, on fait 330 millions d'euros en ligne, extranet et EDI principalement. Et donc, on a une forte opportunité de descendre dans la pyramide de segmentation des clients. Je pense notamment à l'emballage, puisque on est plutôt présent aujourd'hui sur le haut de la pyramide avec de l'emballage industriel, sur des gros faiseurs,
Unilever, Peugeot, enfin l'automobile, etc. Et on peut aisément descendre pour se caler sur un modèle plus de vente à distance et aller taper dans la TPE, PME, puisqu'on a les produits. On doit juste transformer le business model de manière à aborder ces nouveaux cibles de segments et conforter la présence e-commerce du groupe. Donc, évolution des business models comme premier départ sur une transformation digitale. Nous, c'est ce qu'on voit chez Oracle. Qu'est-ce qui a déjà été accompli chez Antalis? Il y a encore une longue route. Quelles sont les prochaines étapes? La transformation du business model, elle s'accompagne également d'une transformation de notre culture et de notre fonctionnement. Donc on doit relever, ils ne sont pas tous aboutis, on doit relever plusieurs challenges. On doit passer d'une culture de marketing produit à une culture de marketing client. On doit passer par une culture de projet IT à des projets vraiment drivés par le digital. Encore il y a 3 ans, la stratégie et la roadmap e-business, elle se faisait par l'IT chez Antalis, elle ne se faisait pas par le business. On doit aussi passer par une organisation qui doit faire tomber les silos. Aujourd'hui, le digital, moi j'ai une équipe de 3 personnes pour un groupe de 41 pays, donc on travaille strictement en transverse. Donc je travaille en transverse avec les équipes métiers, les équipes pays, et donc on s'insère dans leur dynamique de manière à ne pas perturber leur quotidien outre mesure, puisque le digital, c'est vraiment insuffler un nouveau mode de fonctionnement et aller chercher des nouvelles opportunités de business, et non pas arriver en mode commando révolutionnaire. On doit également passer d'un statut de distributeur à un statut de marchand. Alors ça vous paraît peut-être anecdotique quand on fait 2,3 milliards, donc on fait déjà du business, mais on peut faire du business différemment. Quand on ne parle pas de marketing client dans le passé, de fait, on ne parlait pas de contenu, on ne parlait pas de personnalisation, on ne parlait pas de marketing automation. Donc tout ça, c'est vraiment un périmètre nouveau qu'on attaque et qui nous permet de donner un nouveau visage à Antalis et aussi à redynamiser, on en parlera plus tard, mais la partie de change management, elle est au moins égale au changement techno, parce que sans l'embarquement des équipes, clairement, on n'avance pas très vite. Bon, quelques points donc sur comment aborder la transformation digitale, les points que tu avais notés. Moi, j'en avais retenu 2 ou 3. Déjà au niveau stratégique, définir la big picture. Donc, quelle est-elle chez Antalis? Et la deuxième, le corollaire un peu de tout ça, c'est aussi embarquer le COMEX. Comment tu as procédé? Comment ça s'est passé? Quels ont été les engagements que tu as pu obtenir? Voilà, un peu l'histoire de ce début et de cette vision stratégique. Quand je suis arrivé il y a 2 ans chez Antalis, la première discussion que j'ai eue avec notre président, c'était la crainte d'Antalis d'être ubérisé. Alors là, pour le coup, ça m'a un peu interpellé, parce que tant Uber, je comprends, mais l'ubérisation du papier, j'avais un peu de mal à comprendre. Et en fait, ça a révélé la tendance du moment et le besoin de se dire que on sait qu'on doit se transformer, on sait qu'on doit faire quelque chose, on sait qu'on est dans un marché qui est en pleine mutation et qu'il y a des opportunités à prendre. Donc l'idée, c'était déjà de partir de l'existant et de se dire quels sont les fondamentaux qui sont en place. Et en fait, j'ai une roadmap qui a 3 axes quand on parle de la big picture. Le premier, c'est de se dire quelles sont les attentes aujourd'hui du B2B que Antalis ne comble pas. Bêtement, vous commandez, parce qu'on est un bon distributeur, vous commandez en ligne à 17h, aujourd'hui vous serez effectivement livré n'importe où en France demain à 9h. Mais vous ne pouvez pas traquer votre commande en ligne. Vous avez un service SAV qui est encore humain et qui n'est pas très interactif en ligne. Voilà, donc déjà, on doit combler le gap entre les attentes du client B2B qui fonctionne comme un client B2C et arriver à se mettre d'équerre sur les best practices du marché. La deuxième opportunité, quand on regarde la big picture, c'est de se dire, aujourd'hui, on est présent sur nos marchés en tant que leader,
soit en pole position, soit en deuxième position. On sait qu'on a une longueur d'avance parce qu'objectivement, ce n'est pas un marché qui est ultra digitalisé. On a quand même une culture du papier qui reste assez ancestrale avec des pratiques historiques qui ne sont pas celles de la digitalisation telle qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on a aussi des opportunités à prendre, je vous en cite deux. On a par exemple lancé une marketplace sur notre plateforme internet parce qu'on a cette opportunité d'aller chercher et d'intéresser des petits fournisseurs, je pense notamment dans le domaine de la communication visuelle, qui est un marché qui est très segmenté, et il y a beaucoup de petites entreprises qui sont excellentes dans leur domaine d'activité, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une force de vente européenne ou internationale, qui n'ont même pas forcément un site e-commerce. Donc eux ont une opportunité de levier commercial avec nous. Deuxième opportunité, on accompagne notre branche emballage aujourd'hui pour, comme je le disais en introduction, descendre dans la pyramide de segmentation des clients et continuer à être en pole position sur la partie emballage industriel, donc avec des gros faiseurs, mais d'aller chercher les plus petits clients qui vont avoir besoin de cartons de déménagement, d'archives, de supports et de consommables d'expédition. Là encore, le raisonnement il est simple. Quand on regarde la big picture, c'est qu'aujourd'hui, ces produits, on les a. On les a juste dans un mode d'expédition à la palette, et il faut juste les bundleiser de manière à redéfinir notre offre pour s'adapter à un marché qui est captif, qui est là, et qui a besoin d'être configuré différemment dans nos business models. Donc là encore, on se sert du levier digital, puisque le but, c'est de faire passer la plupart de ce business en ligne, adossé à un call center, et en fait on déplace le curseur de notre présence commerciale de manière à aller plus en profondeur dans les parts de marché, du moins sur la partie emballage. Ok, merci. On l'a évoqué tout à l'heure, enfin, Olivier Bertin l'a évoqué tout à l'heure sur les données, l'importance des données dans les processus de décision. De manière très opérationnelle, comment est-ce que Antalis, est-ce que les données mises à disposition sur la connaissance client, sur mes prospects, etc., étaient suffisantes pour définir les bonnes personas, et comment, sur ces personas, passer vers un marketing conversationnel, et comment se sont faits les arbitrages et les choix sur qui je dois adresser, quels sont mes segments de marché et où je vais à ce niveau-là. Alors, de manière classique, moi j'ai découvert un groupe qui a beaucoup de data et qui s'en sert peu. C'est un peu le cas de figure de on a de la techno, mais tiens, c'est marrant, on ne l'utilise pas. La data, nous on l'a reconfigurée et on a sensibilisé les équipes pour créer vraiment une campagne de prise de conscience sur 3 niveaux de data. La data, elle est d'abord transactionnelle, donc là vous avez tout l'historique des clients et leur consommation, leur type de société, effectif, etc. Après, vous avez la data qui est déclarative. Quand vous créez un compte sur antalis.fr, on vous demande des données de persona et on vous demande également, sous forme d'un marketing évolutif, progressif, donc vous répondez à 3 questions et quand vous vous reconnectez, on peut vous inviter à avoir un autre set de questions. Pourquoi ? Tout simplement, pour nous, c'est important si un nouvel imprimeur crée son compte, si on sait d'ores et déjà le type de machine qu'il a en impression numérique, ça nous permet d'avoir tout de suite un ciblage très important. Et ne sous-estimez pas, c'est pas intrusif. Le client, il est content de savoir que vous allez répondre à ses besoins et cibler avec des informations qui sont pertinentes. On est tous surchargés d'emails, de newsletters, etc. La personnalisation ne suffit plus. Il faut non seulement personnaliser, mais il faut aussi être pertinent. Donc on est vraiment dans un schéma de traitement de ces données déclaratives. Et le troisième élément, et on le fait grâce notamment aux suites Oracle, ça c'est la minute de pub, on a tout le volet de déclaration comportementale, puisque le but c'est aussi d'analyser le parcours du client et son expérience en ligne, de manière à ce que, encore une fois, on sait qu'il est imprimeur numérique et on va suivre son parcours sur le site, ses centres d'intérêt, ses téléchargements de livres blancs, d'invitations à un événement éventuel. Et aussi, parce qu'on a environ 15-18% de cross-selling au sein du groupe, un imprimeur peut aussi aisément commander des produits d'emballage ou de communication visuelle. Donc on est vraiment dans un schéma de la data qui doit être
valorisée comme un support de prise de décision business. Parce que sinon, la data, on la regarde et bien souvent, la data, elle est très silotée. Et on se dit que c'est soit du reporting corporate, soit l'apanage des commerciaux. Et même les commerciaux, objectivement, on les implique dans le remplissage de la data dans le CRM, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une compréhension globale des end-to-end de ce qui peut être valorisé via la data. Donc ça fait aussi partie du change management. C'est aussi de montrer que la data, elle peut aussi descendre du site vers le commercial. Moi, j'ai clairement des commerciaux qui récoltent des informations via le site sur des clients qu'ils connaissent depuis 10 ans et ils découvrent des informations parce que le client a rempli un questionnaire ou a montré un centre d'intérêt sur des nouvelles machines ou des nouvelles matières premières. Sur les personas, pour répondre à la question, Philippe, alors les personas, c'est un sujet passionnant. Je crois que c'est largement sous-estimé en B2B. Donc le persona, c'est quoi? C'est travailler des cibles de profil de clients. Et encore une fois, quand vous créez votre compte, on vous demande d'identifier votre persona. Chez Antalis, vous avez 8 personas, 7 qui sont commerciaux, donc imprimeurs, acheteurs d'emballage, décoration d'intérieur, etc. Et le 8e est le candidat à l'embauche, soit en tant que salarié, soit en tant qu'étudiant, stagiaire, apprenti, puisque notre démarche en ligne est également en lien avec notre positionnement de nos valeurs, du site corporate, de valoriser et de proposer du contenu également aux personas candidats. Les personas, c'est important parce que c'est ça qui va driver votre structure autour de la transformation du business model. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un track très précis pour animer le client, l'enrichir de données pertinentes et de fait valoriser son expérience avec la marque. Clairement, vous n'allez pas sur le site Antalis par plaisir. Enfin, vous y allez parce que vous avez un besoin, vous êtes un professionnel identifié. On ne tombe pas par hasard chez Antalis parce que c'est les soldes, on est d'accord. Donc, on est vraiment dans une démarche où on doit capturer les centres d'intérêt dès le début, de manière à avoir une relation avec la marque de proximité, à distance, mais également très pertinente dans l'appropriation de notre offre, de notre contenu, puisqu'on veut, notre site antalis.fr qui a été modifié et lancé il y a 3 mois, a 2 portes d'entrée, un site inspirationnel et un site e-shop. Donc le côté inspirationnel, c'est vraiment d'être un site de référence pour le marché, où vous allez, dans la communication visuelle, avoir les dernières tendances sur les couleurs, tout ce qui est nouveaux designers, etc., etc. Donc c'est un vrai enjeu, et la génération de contenu est un vrai challenge pour nous, d'autant plus qu'encore une fois, on vient d'un passé de distributeur. Et le distributeur, il est très bon à mettre des produits dans un entrepôt et moins à couvrir cette partie soft du business. En fait, vous le voyez, les chantiers à adresser dans le cadre de la transformation du marketing sont extrêmement vastes et touchent plus globalement à la transformation de l'entreprise. Juste un mot de conclusion. Ouais. En un mot, vous avez les enseignements que je voulais partager avec vous, puisque nous, la transformation, elle a commencé formellement il y a 18 mois, mais elle est en cours et elle va durer des années. En quelques mots, c'est long et c'est dur. Ce que je vous décris là, c'est des premiers succès, mais clairement, le change management et l'accompagnement des équipes est très important. Après, il faut vraiment prioriser, parce que si vous faites tout d'emblée, on s'éparpille et on a des petits progrès qui ne sont pas significatifs. Et enfin, il faut vraiment garder de la continuité, il faut embarquer l'excom, il faut descendre dans l'organisation, et il ne faut vraiment pas être avare de moments privilégiés pour expliquer. Parce que quand vous avez un professionnel, chef de produit, qui a 15 ans d'ancienneté, qui vous regarde et qui vous dit « tu vas me digitaliser », il faut justement allier la compétence et l'expertise de ce professionnel et lui montrer que c'est sa valeur ajoutée qui s'inscrit dans cette transformation du business model pour enfin avoir une force et un effet boule de neige encore plus fort pour atteindre les nouveaux objectifs du business. Donc l'intervention, vous voyez, a bien matérialisé à la fois l'ampleur des chantiers. Moi, je retiens notamment un élément qui est la transformation, ça ne se fait pas sans changement d'état d'esprit.
au global. Et cet état d'esprit, il se retrouve à la fois dans la vision globale de la stratégie de l'entreprise et dans l'ensemble des chantiers qui sont déclinés. Dernière petite question, on a parlé des enjeux d'Antalis, de l'évolution de ce projet de transformation digitale. À titre personnel, création de la direction du digital il y a 18 mois. Est-ce que ton rôle a changé depuis? Est-ce que la feuille de route est respectée? Comment tu vois ton rôle dans 18 mois? Alors, mon rôle s'est un peu élargi parce que j'ai pris également la direction des services du groupe, c'est-à-dire qu'on a aussi réalisé que les services vont être de plus en plus digitalisés. Donc, dans le change management, on envoie un message aux équipes que le digital, c'est également une façon de vendre différemment. Et donc, on a intégré l'offre de services à la digitalisation. Donc, ça veut dire monétiser des nouveaux services en ligne. Et puis, le rôle, il est plus dans, encore une fois, tout ce qui est accompagnement des équipes. Et le challenge, c'est aussi d'accompagner des nouvelles compétences dans le groupe de manière à déployer l'ensemble du périmètre et atteindre des maillons de succès qui sont pour certains rapides, d'autres plus lents. Il y a des step back, mais on est sur, en tous les cas, une volonté forte de l'Excom, et ça c'est important pour réinventer Antalis de demain. Merci.